Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Aujourd'hui, Priscille et Bérangère, nous vous présentons 3 ouvrages. Alors Priscille. Oui, moi j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui le nouveau roman de Lionel Duroy, Un mal irréparable. Lionel Duroy est un écrivain français connu pour ses romans inspirés de ses blessures et de sa propre histoire familiale. Il a obtenu en 2012 le prix Renaudot des lycéens pour son roman L'hiver des hommes. Dans Un mal irréparable, le héros, Frédéric Riegel, est un personnage de fiction inspiré du témoignage réel d'un homme rencontré en Roumanie dont l'histoire a profondément bouleversé Lionel Duroy. L'auteur nous entraîne alors dans les années 1950, à une époque où le pays est sous le contrôle de l'URSS, et raconte à la fois l'histoire de son héros et un chapitre peu connu du XXe siècle, la déportation et les goulags roumains. Frédéric croit tout savoir de sa famille et de sa vie. Pourtant, à la mort de ses parents, en découvrant des lettres de sa mère, il se rend compte que leur vie a été bien plus difficile qu'il ne l'a imaginé. Dans la nuit du 18 au 19 juin 1951, sa famille fait partie des 40 000 personnes arrêtées par la police et envoyées dans la plaine du Baragan, la petite Sibérie. Le régime communiste considérant en effet que ces populations étaient géographiquement trop proches de la Yougoslavie et de son influence. Arrachés de leurs maisons, transportés dans des wagons et déportés dans une région désertique, ils ont dû tout reconstruire à partir de rien. Des villages entiers de baraquements, faits de briques et de brocs, ont surgi au milieu de nulle part. L'hiver, le froid y était glacial, l'été, la chaleur étouffante. On mourait de faim, on se battait pour un peu de bois et d'eau. Les familles vivaient dans la peur, humiliées, isolées du reste du monde. Cette déportation a duré 6 ans. Ses parents ont veillé à ce qu'il ne sache rien de son passé. La seule petite trace était une photo sur laquelle il pose avec eux devant un cabanon. La maison de vacances, disait-il. Le roman alterne entre 2 voix, celle de Frédéric, qui part en Roumanie pour comprendre son passé, rencontrer des survivants et marcher sur les traces de cette histoire enfouie, et celle de sa mère à travers ses lettres. C'est grâce à elle qu'il découvre qu'il avait une petite sœur, née dans le camp, qui n'a pas survécu à la faim et à la misère. Il comprend aussi que ses parents n'avaient pas la même vision de ce qu'ils ont vécu. Son père a accepté ces déportations comme un sacrifice nécessaire pour le grand projet communiste. Sa mère, au contraire, a refusé toute résignation. C'est elle qui a poussé la famille à quitter la Roumanie pour offrir un avenir meilleur à Frédéric, malgré le désir de son mari de rester près de la tombe de leur fille. Frédéric apprend également qu'enfant, il a été confié pendant un temps à un couple de paysans pour le protéger. Il n'en a aucun souvenir conscient, mais cette séparation l'a profondément marqué, façonnant sa vie et laissant des traces indélébiles. Il entreprend de retrouver cette famille d'accueil, pressentant que ce secret est une clé pour comprendre son identité. Frédéric regrette de ne pas avoir posé les bonnes questions plus tôt, mais au fil de ses recherches, de ses rencontres et des lieux qu'il traverse, ses souvenirs remontent, et il reconstitue peu à peu cette enfance oubliée. Même sans mémoire consciente, il comprend que ce passé l'a traversé malgré lui, influençant sa manière de voir le monde, ses fragilités et ses relations avec les autres. Un mal irréparable, publié chez Mialet et Barreau, une petite maison d'édition qui est en train de fermer, qui a été rachetée par Flammarion, est un ouvrage émouvant et passionnant qui mêle histoire familiale, mémoire historique. Je vous le conseille vraiment fortement. Bérangère, je vous laisse la parole pour nous présenter La tombe du pêcheur. C'est un ouvrage qui est paru chez Artege. Il est écrit par John O'Neill, juriste et auteur à succès. Il a passé sa vie à parcourir le monde et à s'intéresser à l'histoire chrétienne. La tombe du pêcheur commence ainsi en 1939. Un jeune prêtre américain, Walter Carroll, qui travaille au Vatican, vient rendre visite à un homme richissime du Texas, George Strake. Voilà un nom que vous ne connaissez probablement pas, et pourtant, si aujourd'hui l'on sait que Saint-Pierre repose exactement
sous l'autel majeur de la basilique éponyme à Rome, c'est bien parce que notre mécène, sollicité par le pape, a sponsorisé les recherches. En effet, au début de l'année 1939, Pie XI est mort et il avait préalablement demandé à être enterré dans la crypte sous la basilique. Les travaux commencent, mais l'espace restreint entraîne les ouvriers à creuser un peu plus pour installer le tombeau-chapelle. Un ouvrier glisse dans une brèche du sol. Et il se retrouve dans un espace couvert d'éclatantes peintures murales chrétiennes, peintures funéraires rapidement datées des premiers siècles, qui contrastaient avec un sous-sol plutôt sombre. Pie XII, rapidement mis au courant de la découverte de ces peintures, est lui-même féru d'histoire romaine et passionné d'archéologie. Mais je vous redis que nous sommes en 1939, que l'Europe se prépare à la guerre et que l'Église n'est pas capable d'assumer les frais de ses recherches. C'est ainsi que George Strake, sollicité, accepte de financer les fouilles de la colline du Vatican tout en restant parfaitement anonyme. Vous pourriez me demander, mais Saint-Pierre, ne savait-on pas depuis longtemps qu'il était là ? Ou encore, la basilique actuelle était-elle toujours construite sur les lieux du martyre du premier pape ? Ou enfin, pourquoi l'Église n'avait-elle pas cherché plutôt son tombeau ? Je ne vais pas vous dévoiler ici toutes les péripéties de ces fouilles vaticanes, mais sachez que cet ouvrage vous révélera les petites histoires, les jalousies et les trahisons bien peu reluisantes qui ont émaillé les dizaines d'années de recherche. Sachez cependant que ce n'est qu'en 2013 que le pape François officialisera le lieu de sépulture de Saint-Pierre. Cet ouvrage est paru en 2020 aux éditions Artege et je l'ai découvert par hasard il y a 3 semaines. Il m'a passionnée. Je suis certaine que vous allez vous aussi aimer le lire, voire peut-être l'offrir. Alors là, c'était le premier ouvrage. J'en ai lu un deuxième qu'on m'a offert cet été. C'est un plaidoyer. C'est le dernier livre de Gabrielle Cluzel, Yes Kids. Gabrielle Cluzel, elle est journaliste, auteure de plusieurs ouvrages que vous avez peut-être déjà lus. Enraciné, Adieu Simone ou encore Méfiez-vous de la France bien élevée. Aujourd'hui, je vous présente Yes Kids, un livre au titre anglophone qui est un cri du cœur, réponse à un pamphlet antinataliste de Corinne Mayer. Corinne Mayer a écrit No Kid en 2007 et elle fut élue il y a quelque temps déjà par le New York Times héroïne de la contre-culture. Voilà, le décor est planté. Le 26 septembre 2018, on a aussi, peut-être que vous en souvenez, eu le président Macron qui s'est écrié à la tribune de l'ONU « Présentez-moi une femme qui a décidé, tout en étant instruite, d'avoir 7, 8 ou 9 enfants. » Alors voilà, que faire, que dire ? Eh bien, subir en silence cette maternophobie ou réagir comme le fait Gabrielle Cluzel ? Ici, l'auteur s'exprime comme mère de famille nombreuse, voire très nombreuse, puisqu'elle a elle-même 7 enfants. Elle prend la plume pour dénoncer les stéréotypes, les moqueries et l'idéologie qui poussent les jeunes générations à renoncer à la parentalité. Quand on parle de maternité, les féministes pensent à aliénation. Gabrielle Cluzel, elle, la proclame bastion de souveraineté. Elle sait que les jours rosés des bambins représentent les vraies joies d'une maternité et d'une parentalité rayonnante et elle en expose les richesses. C'est un vrai baume au cœur pour ceux qui en silence résistent encore. À ceux qui méprisent la mère de famille nombreuse, on nous présente non pas une héroïne sacrificielle, mais une femme libre. Libre de mettre au monde des enfants, de leur transmettre l'amour, de les élever, de bâtir la nation. Et si c'était là la vraie révolution ? Dans cette ode à la vie, on lit avec bonheur une verve pleine de bon sens et un humour décapant. Le style est vif, le propos tour à tour, chronique sociale, analyse politique, pamphlet engagé et journal intime. Son écriture est tranchante, parfois provocatrice, souvent drôle. Alors voilà, je ne résiste pas à vous lire les quelques premières lignes de ce livre qui m'ont incité à le lire en entier. Ils vont vous rappeler quelque chose. Je le confesse, j'ai pollué, je cite Gabrielle Cluzel. En pensée, je rêvais d'avoir des bébés. En parole, je l'ai même dit à celui qui allait être leur père, autant le prévenir tout de suite. Par action, donc je les ai faits, et par omission, j'ai oublié de demander la permission aux écolos. Pis, j'en suis fière, plus pervers encore, j'aime mes polluants atmosphériques, je les soigne et je les embrasse. Jusqu'où peut aller le vice ?
Voilà. Alors, Yes Kids de Gabriel Cluzel aux éditions Fayard, édité au printemps 2025. La tombe du pêcheur de John O'Neill aux éditions Artege, édité en 2020. Un mal irréparable, publié chez Mialet et Barreau, de Lionel Duroy. Merci. Merci. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».